On en vient à cette déclaration qui est tombée hier soir sur le réseau Telegram. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accuse ses alliés de passivité. Pour lui, il n'y a eu aucune réaction, zéro réaction après le déploiement de 10 000 soldats nord-coréens sur le sol russe. On l'écoute. Aujourd'hui, Poutine est comme un sapeur sur un champ de mines. Il teste ce qu'il se passera s'il utilise ce contingent militaire et s'il n'y a pas de réponse de l'Occident, et je pense que la réaction à ce qu'il se passe est rien, est zéro, alors le nombre de troupes nord-coréennes sur notre sol augmentera. Guillaume Oda, zéro réaction. On assiste devant nous à l'internationalisation de la guerre. Que peuvent faire les Occidentaux ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est que Zelensky ne se contente plus de demander des armes ou la possibilité de les utiliser en profondeur contre les Russes. Mais là, maintenant, il pointe du doigt l'apathie des Occidentaux. Il les vise parce que le constat à Kiev, c'est que maintenant, sur le sol européen, contre l'Ukraine et contre l'OTAN et contre l'Occident, il n'y a pas non plus une seule puissance nucléaire, il y en a deux. Donc la Russie plus la Corée du Nord. Deuxième point, du côté du renseignement de Kiev, on fait le constat que 60 à 70% des armes qui sont utilisées aujourd'hui sur le front, elles viennent et ou d'Iran et ou de Corée du Nord. Troisième point, 10 000 hommes, c'est peut-être symbolique, mais en réalité, derrière ça, il y a une réserve humaine monumentale, 10 000 hommes qui viennent de Corée du Nord. Il y a plus d'1 million de soldats nord-coréens qui sont prêts finalement à continuer à affluer sur ce théâtre européen. Et vraiment, ce qui se dit en ce moment à Kiev, et c'est comme ça qu'il faut peut-être comprendre les déclarations de M. Zelensky, c'est qu'en réalité, on fait le constat que la guerre ne peut plus être gagnée par Kiev, mais la question, c'est comment ne peut-elle ne pas la perdre, cette guerre. Donc c'est vraiment ça qui irrigue les propos qu'on a entendus. Dans le même temps, on a vu aussi Pyongyang qui teste un nouveau missile balistique intercontinental, dont on dit qu'il est quand même le plus puissant au monde. Et c'est vrai qu'il y a une forme, non pas d'apathie, mais on est peut-être pris aussi les Occidentaux avec d'autres deadlines plus pressantes, comme par exemple les élections aux États-Unis. Est-ce que ça va tout changer, effectivement. Trump, c'est l'homme de la paix aujourd'hui. C'est tous ses supporters, et même y compris certains en Europe. Viktor Orban étant le plus grand fan du président Trump en Europe, avec des échanges effectivement entre le Premier ministre hongrois et le président Trump. Je dis ça parce qu'il l'a appelé hier au téléphone. Donc c'est quand même intéressant. C'est l'homme de la paix, c'est l'homme qui va régler tous les conflits sur la planète, c'est-à-dire aussi bien au Proche-Orient, et arrêter cette guerre qui coûte cher à tout le monde et qui ne mène nulle part en Ukraine. Et là, face effectivement aux Nord-Coréens, que font les alliés de l'Ukraine, de Zelensky ? Pour l'instant, il n'y a pas de co-belligérance au sens propre du terme, puisqu'ils ne sont pas sur le sol ukrainien. Et s'ils arrivent sur le sol ukrainien, que ferons-nous ? On repart dans, vous vous souvenez, les débats interminables qu'on a eus pendant 1 mois et demi, après fin février, quand le président de la République française a lancé l'idée qu'il pourrait y avoir au minimum des conseillers sur le sol ukrainien. Bon, la guerre, on sait très bien que l'Ukraine ne peut pas la gagner. Maintenant, il faut discuter sans doute d'un plan de sortie, de paix, en espérant que ce ne sera pas, comme veulent les Russes, une capitulation. Et le risque, effectivement, d'une élection de Trump, qui reprend tout à fait la paix à quel prix ? Au prix, effectivement, de ce qui ressemblera à cette capitulation, bien sûr, de Kiev. Mais on livre des armes, mais on est toujours aussi gêné parce qu'on n'en a pas assez, parce qu'on est en retard, parce qu'on limite l'utilisation de ces armes. Et là, on assiste à la fois bouleversé parce que des Nord-Coréens sur le sol européen, ça fait évidemment une émotion très forte. Mais comment on réplique ? La question est posée. Et je pense que tout le monde est plutôt en train de réfléchir, encore une fois, avec la sortie de crise, en évitant l'humiliation de l'Ukraine, le dépeçage de l'Ukraine. C'est ça qui va être sur la table, surtout si Trump, évidemment, est élu. En tout cas, il y a quand même moins de gêne de l'autre côté, puisque je voulais vous montrer les images de la visite à Moscou hier de la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, qui réaffirme son soutien inconditionnel à la Russie. Écoutez-la. Il n'y a pas de doute que sous la direction avisée de l'éminent président russe Vladimir Poutine, l'armée et le peuple russe remporteront une grande victoire. Nous réaffirmons que nous resterons toujours fermement aux côtés de nos camarades russes jusqu'au jour de la victoire. Jusqu'au jour de la victoire, Maxime Edo. C'est souligné quand même, ça met une certaine pression, il faut le dire.
Oui, et dans ce que disait Arlette, il y a quelque chose d'essentiel. Il y a eu un formidable entretien de l'ancienne ambassadrice de France à l'OTAN, Muriel Doménac, dans Le Grand Continent, qui expliquait à quel point, est-ce que c'était vraiment sain, vous parlez de deadline, est-ce que c'était vraiment sain qu'une fois tous les 4 ans, tous les Européens, pendant des semaines et des semaines, se mettaient en veille et passaient une nuit blanche devant leur télé pour voir quel était le prochain président des États-Unis, parce que quand même pour l'Europe, ça posait beaucoup de sujets. Donc on se retrouve finalement à être un petit continent qui, tous les 4 ans, plisse correctement les yeux pour être sûr que, on va dire, le président tienne la ligne de la défense européenne, continue à livrer le matériel, continue à assurer la livraison d'armes, etc. Et ce qui se passe, et Guillaume l'a très bien dit, du côté de la Corée du Nord, de l'Ukraine, c'est à quel point nous, petits occidentaux, on va comprendre réellement ce qui se passe. Parce que la phrase qui est qu'on est au courant, bon, est-ce qu'on réagit ? Bon, on doit condamner, on doit faire quelques communiqués formidables, mais à la fin, est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Je rappelle que l'invasion de l'Ukraine, ça a commencé parce qu'on voyait via des images satellites que les troupes russes s'approchaient de la frontière. Bon, on n'a rien fait, on n'a pas voulu y croire. On a vu ce que ça a donné. Là, en tout cas, quand on le regarde avec mon petit regard, on s'aperçoit qu'il y a quand même 10 000 troupes venues d'Asie qui arrivent sur le sol européen pour une guerre en Europe dont on nous avait promis depuis déjà 30 ans que ça n'arriverait plus jamais. Sébastien Lecornu était à ce micro il y a 2 semaines, invité de Margot Haddad, et il disait, dans un geste comme ça m'a surpris, oui, enfin, vous voyez, quand on se dit le réarmement européen, le réarmement de la France, il faut faire des efforts, mais on n'en est pas non plus, si vous voulez, à ce qu'on ait une guerre comme ça à nos troupes, à nos troupes, avec sur les côtes potentiellement en Normandie ou ailleurs. Et vous parliez, je crois, le week-end dernier, Guillaume Audat, de l'étrange défaite. Je me demande s'il n'y a toujours pas cette sensation encore chez les Européens, chez les Français. C'est-à-dire cette sensation de voir que tout le monde bouge, mais de continuer à croire que parce qu'on est protégé, parce que c'est la fin de la guerre, on ne veuille pas entendre les changements, parce que globalement on dit, oui, bon, bah, c'est pas bien, on surveille ça, mais qu'est-ce qu'on a fait pour on va dire, venir percuter les quelques 10 000 personnes qui viennent et les 10 000 soldats venus de Corée du Nord ? Pas grand-chose. Une forme de déni, alors que de l'autre côté, on serait dans une escalade guerrière. D'ailleurs, regardez la déclaration qu'a faite Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui dit finalement, sous le président actuel qui a poussé jusqu'au bout la spirale de la russophobie aux États-Unis, nos pays sont au bord d'un conflit militaire direct. Et d'ailleurs, il dit, ça ne va rien changer pour moi, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris qui gagne l'élection présidentielle. Nous sommes, avec les États-Unis, au bord d'un conflit militaire direct. Ouais. Est-ce que, comme le disait Maxime, on ne veut pas voir ce qui est arrivé, c'est-à-dire le durcissement des tectoniques des plaques ? Maxime, il parlait donc de l'étrange défaite et de Marc Bloch. On pourrait même en plus coupler ça à ce qu'on a connu par le passé, à cette espèce d'esprit de Munich, c'est-à-dire on fait la paix aux conditions qui sont imposées par l'envahisseur, ou alors, à un moment donné, on entre en guerre. Bon. Ça, c'est la référence à Munich m'énerve toujours, mais c'est pas... Non, mais c'est une petite parenthèse, mais pourquoi pas en parler si ça vous énerve, Arlette. Mais ce que je voulais dire derrière ça, mais ce que je voulais dire derrière ça, c'est qu'en réalité, Lavrov, il nous dit Kamala Harris ou Trump, c'est le même combat. Non, il parle de russophobie. Et il y a derrière quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, l'arrivée de ces troupes nord-coréennes sur le sol européen ? Il y a une manœuvre psychologique. C'est en gros le message qui est passé, c'est de dire choisissez bien vos dirigeants. Vous les Américains, puisque tout est figé. Si c'est Harris, on va rentrer dans la russophobie, et nous, la russophobie, on n'aime pas, et on ira vers la confrontation directe. En revanche, si c'est M. Trump, n'oublions pas que M. Trump serre la main à M. Poutine, et en 2019, M. Trump a serré la main à M. Kim Jong-un. Donc voilà, choisissez vos dirigeants, je pense que c'est un peu le message en creux.